Bonjour monsieur. Bonjour madame. Ça a été un plaisir pour moi d'être en face de vous et pouvoir faire cette interview. Ouais. Ok, monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter aux visiteurs de 3 points des collèges? Alors merci de l'honneur que vous me faites en m'interpellant en ce jour pour vous dire à peu près ce que je fais. Je suis Lemo Pizza Seraoui, je suis enseignant de philosophie. Promotion de 2002, 43e promotion de l'école normale supérieure Yaoundé. Major de sa promotion. Je suis actuellement enseignant de philosophie au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville depuis relativement 9 ans. J'ai officié tour à tour au lycée de Toubé comme stagiaire, au lycée classique de Bertois, au lycée de Tokombéré et actuellement au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville. Ok monsieur, aujourd'hui nous allons attaquer une matière essentiellement complexe pour les élèves, la philosophie. En gros, comment pouvez-vous présenter la philosophie? Vous savez, lorsqu'on parle de la philosophie, plusieurs personnes ont véritablement tendance à penser qu'il s'agit d'une matière complexe. La complexité peut tenir à deux choses. Premièrement, c'est une discipline qui ne s'enseigne qu'en classe terminale. Deuxièmement, la philosophie a son jargon, un style un peu trop technique et une démarche qui ne sert pas véritablement à celle présente dans les matières que les élèves ont eu à apprendre jusque-là, c'est-à-dire depuis la 6e, pour ne parler que du secondaire jusqu'en classe terminale. Alors, quand vous me demandez comment percevoir la philosophie, qu'est-ce que la philosophie, je vais vous dire cela simplement. On définit habituellement la philosophie comme l'amour de la sagesse, et là c'est une définition que nous prenons chez Pythagore, n'est-ce pas, le père fondateur, n'est-ce pas, du mot philosophie, même si la paternité est discutable encore aujourd'hui. En fait, en définissant la philosophie comme l'amour de la sagesse, Pythagore voulait faire simplement remarquer deux choses. La première, c'est que la sagesse, étant un attribut essentiel de Dieu, ne peut pas faire, n'est-ce pas, un objet de la démarche humaine. Deuxième des choses, la sagesse comme pratique morale, étant un idéal vers lequel on doit tendre, n'est-ce pas, est un chemin, est une voie vers laquelle l'homme, en tant qu'être rationnel, qui aspire à la perfection sans jamais l'atteindre, n'est-ce pas, peut travailler, n'est-ce pas, à s'élever jusqu'à cette cible-là. Vous voyez, dans les classes terminales, quand nous parlons de la philosophie comme amour de la sagesse, nous voulons simplement entendre ici là une activité intellectuelle qui peut intéresser les jeunes dans le but, n'est-ce pas, de susciter en eux, l'éveil de la conscience critique. Voilà à peu près la philosophie et toute sa démarche est essentiellement critique. L'objet de la philosophie est simple. Nous ne parlons plus de la philosophie comme les anciens, c'est-à-dire cette discipline qui prend pour objet de recherche le monde, le cosmos, l'univers. Mais dans les classes terminales, nous travaillons à circonscrire la philosophie dans son simple cadre anthropocentrique, c'est-à-dire centré sur l'homme. La philosophie devient simplement un discours sur l'homme. L'homme dans ses différentes relations avec son semblable, avec la nature, mais aussi avec l'absolu. Exactement. Et monsieur, pour un élève de terminale qui vient fraîchement de première et qui n'a pas encore eu à appréhender cette matière, comment va-t-il faire pour pouvoir comprendre, pour pouvoir se mettre dans la barre? Alors le secret pour comprendre la philosophie, quand on dit comprendre, bon, c'est pour dire comprendre, mais disons comme on dit, les élèves disent pour mieux s'en sortir, hein, pour mieux appréhender les questions dites philosophiques. Le secret c'est lequel? Le secret c'est d'accéder à la philosophie avec un esprit jeune. Vous voyez, accéder à la philosophie avec un esprit jeune veut dire faire table rase de tous les préjugés favorables ou défavorables que les gens ont de la philosophie. Parce que vous savez, le premier obstacle à l'apprentissage de la philosophie pour les néophytes, ceux qui viennent de première, le premier obstacle c'est les perceptions qu'ils ont de la philosophie à partir du quartier. On dit par exemple que les philosophes sont les fous et que vous ne pouvez pas faire la philosophie en échappant à ces choses-là. Et décidément, il construit déjà en lui-même, dans son propre esprit, une sorte de blocage psychologique ou bien intellectuel, qui fait que finalement, malgré tout ce qu'on va lui dire concernant la philosophie, soit il cherche à comprendre cela en référence à ce qu'on lui dit au quartier, soit il ne cherche même pas du tout à comprendre.
il se dit, bon, c'est une matière que je peux comprendre et puis basta. Voilà. Moi, je dis donc que pour aborder la philosophie, pour un élève de classe de première qui accède en terminale, il doit se dire, j'ai réussi au probatoire, j'ai des compétences théoriques pour faire et comprendre la philosophie. Puisque c'est une matière nouvelle, je dois être attentif à tout ce que l'auteur, à tout ce que l'enseignant fait en classe. Je dois être attentif à sa démarche, la démarche intellectuelle bien sûr. Je dois être attentif, n'est-ce pas, aux remarques qu'il fait. Et je dois moi-même capitaliser cela dans mes propres recherches de tous les jours, dans mon vécu quotidien, dans les lectures que je veux faire, dans mes ouvrages au programme et puis dans les ouvrages parallèles. Moi, je crois que ça marche. Parlons maintenant de la méthodologie en philosophie, oui. En commentaire comme en dissertation. Oui. Commençons par la dissertation. En quelques mots, comment se passe la méthodologie? Quels sont les processus? Bon, voilà. Ce qui couronne l'enseignement de la philosophie en fin d'année, c'est la présentation du candidat au baccalauréat. Et au baccalauréat, l'enfant, n'est-ce pas, doit faire l'expérience d'une épreuve de philosophie pour les cas de terminale littéraire qui comporte 3 sujets. 2 sujets de dissertation et un commentaire de texte philosophique. Vous voulez bien que nous puissions nous arrêter un temps soit peu à la dissertation philosophique. Quand on parle de la dissertation philosophique, on va distinguer 2 types d'exercices. La dissertation de type question et la dissertation de type citation. Certains appellent la dissertation en thèse. Quand on est dans la dissertation en thèse ou dans la dissertation de type question, on a affaire à un exercice intellectuel qui demande à l'élève de faire comprendre une opinion, qu'elle soit fondée en raison ou pas, de l'évaluer et de prendre position. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que dans la dissertation à thèse, puisque une opinion a déjà été donnée dans le sujet, l'élève a pour travail de faire comprendre cette thèse-là, c'est-à-dire de l'expliquer, de l'analyser, de l'illustrer. Ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie, de prendre du recul, c'est-à-dire de relever les insuffisances inhérentes à cette thèse. En fonction, par exemple, de quoi? En fonction de la réalité. Il peut, par exemple, montrer que ce que l'auteur de cette citation dit est problématique parce que la réalité, jusqu'à un certain niveau, ne confirme pas cela. Ce que l'auteur dit est contraire au bon sens. C'est-à-dire que, du point de vue logique, on ne peut pas admettre cela. Ce que l'auteur dit, des faits historiques contredisent cela. Et après avoir fait ce travail dans la seconde partie, et là surtout avec des témoins intellectuels, ce que vous appelez les auteurs, il doit, dans une troisième partie, prendre position. Prendre position suppose que la première partie a permis de faire comprendre la pensée d'un auteur, la seconde en a dégagé les insuffisances, la troisième doit permettre au candidat, n'est-ce pas, de montrer que par-delà les insuffisances constatées et même par-delà la richesse de la position de l'auteur, il est possible de trouver une solution au problème qu'il a voulu initialement résoudre, que le candidat a formulé à l'introduction. La troisième partie est donc destinée à la résolution de ce problème-là. Je vous fais pour comprendre. Et alors, parlons maintenant des sujets, des questions. Dans le sujet question, il s'agit, on va le dire simplement comme ça, de manière la politique, question ouverte que l'on pose à un candidat. Par exemple, pensez-vous que la société humanise l'homme? Alors ici, il s'agit d'une question ouverte. Et comme c'est une question ouverte, le candidat doit poser, n'est-ce pas, cette dissertation de type question comme un procès. Pourquoi comme un procès? Parce que dans tous les cas, on aura un accusateur et un accusé et puis un juge qui va venir trancher. La première partie peut travailler à démontrer que la société, je ne sais pas si je me rappelle, la société, n'est-ce pas, la société humanise l'homme. La deuxième partie, qu'elle n'humanise pas l'homme, la troisième partie, essaie de montrer que même si la société aliène ou bien déshumanise l'homme, il revient encore à la société de l'humaniser au moyen de ses institutions de socialisation. Ce qu'on veut donc simplement dire, c'est qu'il s'agit chez l'élève d'adopter une attitude intellectuelle dans laquelle il est lui-même celui qui accuse, celui qui est accusé et celui qui doit résoudre le problème. Contrairement à la dissertation à thèse, où on lui a donné une thèse,
qu'il doit travailler à la faire comprendre, à en sortir les insuffisances et puis à apporter une solution. Voilà à peu près ce qu'on peut dire parlant de la dissertation. Et maintenant, si vous voulez, on ouvre une petite fenêtre sur le commentaire des textes philosophiques. Oui, avec plaisir. Alors, parlant du commentaire des textes philosophiques, le commentaire des textes philosophiques, vous avez supposé qu'on le dise ainsi, le commentaire des textes philosophiques est aussi une dissertation. À la seule différence qu'il s'agit d'une dissertation qui prend appui sur un texte. Le texte étant ici la position d'un auteur philosophique jusqu'à présent pour le cas du Cameroun, la position d'un auteur, d'un philosophe sur une question bien précise. Cette position de l'auteur est accompagnée, n'est-ce pas, d'un ensemble d'explications et d'arguments. Tout cela constitue donc un texte. Alors, qu'est-ce qu'il revient au candidat de faire? La consigne même en elle-même est claire. On demande au candidat, vous dégagerez l'intérêt philosophique de ce texte à partir de son étude ordonnée. Cela veut dire que tout est clair. La première partie, dans le corps du devoir, c'est l'exposition des contenus objectifs, c'est-à-dire implicites et explicites de la pensée de l'auteur. Dans la deuxième partie, c'est la réfutation, c'est-à-dire le recul critique que l'enfant doit prendre, doit adopter à l'endroit de la position de l'auteur. La troisième partie, c'est ce qu'on va appeler la réinterprétation ou bien réhabilitation de la pensée de l'auteur. Cela veut dire simplement que dans le commentaire des textes philosophiques, la démarche est relativement semblable à la dissertation de type citation. À la seule différence que dans la troisième partie du corps du devoir, pour une dissertation, pour un commentaire des textes philosophiques, le candidat doit réhabiliter la pensée de l'auteur, c'est-à-dire montrer en quoi la pensée de l'auteur demeure pertinente en dépit des insuffisances qu'il a lui-même énoncées dans la réfutation. Or, dans le commentaire, dans la dissertation de type, citation, il s'agit plutôt pour le candidat dans la troisième partie du corps du devoir de résoudre un problème. Et je vais vous le dire, aujourd'hui, la communauté philosophique, pour le cas du Cameroun, ne s'accorde pas sur la troisième partie du corps du devoir dans les dissertations des types citations. Pourquoi? Une frange, n'est-ce pas, de cette communauté intellectuelle, éducative au Cameroun, dans le domaine de la philosophie, soutient que la troisième partie du corps du devoir, dans les sujets à thèse, doit consister à réhabiliter la pensée de l'auteur, c'est-à-dire à ressortir les différents intérêts. Une autre frange pense que cette démarche n'est pas correcte en fonction de la consigne qui a cours dans la dissertation de type citation. Pour cette deuxième frange, la troisième partie du corps du devoir doit consister à ressortir, à résoudre un problème. Et je veux directement vous dire que moi, je me range, n'est-ce pas, dans le registre de ceux qui pensent que la troisième partie du corps du devoir dans les citations consiste à résoudre un problème. Parce qu'en vérité, ceux qui pensent qu'il faut plutôt ressortir les différents intérêts oublient superbement la consigne qui est donnée dans la dissertation. Parce que quand vous dites discuter un point de vue, par exemple, discuter le point de vue de Thomas Hobbes, selon lequel l'homme est un loup pour l'homme, n'est-ce pas? On a demandé de discuter. Si les gens qui estiment qu'il fallait, n'est-ce pas, ressortir les différents intérêts dans la troisième partie du corps du devoir, avaient un peu lu cette consigne-là, et qu'ils avaient raison, ils demanderaient simplement, n'est-ce pas, à la haute hiérarchie en charge de la gestion de la philosophie au Cameroun, d'échanger la consigne. Par exemple, d'écrire ceci: vous dégagerez l'intérêt philosophique de cette citation à partir de son étude ordonnée, ce qu'on ne voit pas. Je crois quand même que cette conscience se retrouve dans le commentaire des textes philosophiques. Donc moi je crois que la querelle, n'est-ce pas, peut-être est une querelle d'école, et il faudrait que les enseignants de philosophie s'asseyent et puissent s'accorder. Parce que ceux par exemple que nous formons ici, et chez qui nous faisons comprendre à l'étude de la querelle, et nous leur disons de suivre telle démarche et pas telle autre démarche, nous ne savons pas comment les collègues qui sont ailleurs perçoivent le problème. Il ne faudrait pas qu'on arrive par exemple à sanctionner les élèves pour le simple plaisir, n'est-ce pas, de le faire. Voilà à peu près ce que je peux dire, cette petite restriction que je voulais apporter. Ok monsieur, rappelons qu'en dehors d'être professeur, vous êtes aussi auteur, compositeur de nombreuses œuvres à l'extra de la méthodologie philosophique. Est-ce que vous pouvez présenter cette œuvre-là? Alors je veux simplement vous rappeler que cette œuvre, n'est-ce pas, philosophie de la théorie à la pratique, est une œuvre
que j'ai produite en 2001. C'est une œuvre, je veux dire 2011. Cette œuvre, je l'ai produite en 2011. Cette œuvre est la troisième du genre. Parce que avant cela, j'ai d'abord produit de nombreux articles. Le problème de la pensée inférentielle dans l'enseignement au primaire. J'ai produit cet article-là en 2002 et je peux vous dire que c'est cet article qui m'a valu la bourse. La bourse du centre éducatif de Bastos, c'est situé à Yaoundé. Après cet article-là, j'ai produit Organon. Organon, c'est une œuvre en philosophie. Organon qui est un recueil. Des citations des grands penseurs qui ont marqué l'histoire de la philosophie. Et ceci en référence au chapitre, au programme, n'est-ce pas, de philosophie des classes terminales de l'enseignement général et technique au Cameroun. Organon, on en trouve plus sur le marché. Bon, les élèves s'en ont suffisamment approprié. Maintenant, la philosophie de la théorie à la pratique. Le projet m'est venu à partir de 2008. Lorsqu'on commence à introduire petit à petit ce que l'État du Cameroun va appeler l'approche par les objectifs. Et aujourd'hui on parle de l'approche par les compétences. Ce que l'État du Cameroun avait remarqué, c'est quoi? C'est que lorsque la pédagogie était centrée exclusivement sur l'enseignant, c'est-à-dire que l'enseignant était le donateur de sens, l'élève était considéré simplement comme un pur réceptacle. Assis là, il était inondé, n'est-ce pas, d'un ensemble de savoirs. On pensait donc que l'élève était purement passif. Il fallait donc, pour l'État du Cameroun, introduire une nouvelle pédagogie qui mette l'accent, qui passe l'accent sur l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant soit au centre de l'action pédagogique, de telle sorte qu'il soit lui-même le constructeur de son savoir. Aujourd'hui, on parle d'une co-construction. Alors, la philosophie de la théorie à la pratique intègre donc cette vision. Parce qu'ici, là, il ne s'agit plus d'un recueil de citations. Encore moins d'un ensemble de cours. Ou bien d'un album de sujets corrigés et tout cela. Non, ce n'est plus de cela qu'il est question. Il s'agit d'une approche logique des problèmes méthodologiques. Pourquoi l'approche logique? Parce que dans l'approche logique, l'enfant lui-même, en tant qu'acteur intellectuel, arrive à comprendre les différents éléments logiques qui sont mis en perspective dans un sujet de dissertation et comment les manipuler. Si je prends un exemple simple, je vais prendre un sujet qui est ici là. Après avoir présenté les éléments logiques qui entrent dans l'analyse et la compréhension d'un sujet de philosophie, j'essaie de montrer à l'enfant comment on peut utiliser ces outils logiques pour bâtir un raisonnement. Si je donne un exemple, on demande à l'enfant, le philosophe est-il un homme de science? Voilà un sujet. Je fais remarquer à l'enfant que tout sujet de philosophie, de dissertation philosophique, met en perspective 2 ou 3 concepts. Si nous prenons l'exemple que je viens de donner, on va remarquer qu'on a affaire à 2 concepts, un concept A et un concept B. Le concept A, c'est quoi? Le philosophe. Le concept B, un homme de science. Quel est l'élément de liaison entre A et B? Est-il? Le sujet devient non simple. C'est comme si on demande à l'enfant, A est-il la même chose que B? Je me fais pour comprendre. Qu'est-ce qui revient à l'enfant de faire s'il veut établir une démonstration? Il peut démontrer que A est la même chose que B. Par exemple, en faisant ressortir les éléments de A que l'on retrouve dans B. Les mathématiciens diront qu'il faut montrer que l'intersection de A et de B est différente de l'ensemble vide. Pour donc maintenant démontrer que le philosophe, par exemple, n'est pas un homme de science, il doit démontrer que il est possible de retrouver les éléments de A, n'est-ce pas, qui n'ont pas leur semblable dans les éléments de B. Et donc, que A n'est pas la même chose que B. Nous essayons de faire cela parce que nous estimons que lorsque l'enfant a compris qu'un sujet de dissertation interpelle les structures de la pensée, il est même facile pour lui
de ne plus embrouiller devant un sujet, que ce soit même un texte, la manière, n'est-ce pas, les mécanismes de compréhension d'un texte de philosophie en s'appuyant exclusivement sur les éléments logiques. C'est donc tout ce travail que vous voyez, n'est-ce pas, dans cet ouvrage, n'est-ce pas, dans ce fascicule intitulé La philosophie de la théorie à la pratique. Et si vous regardez bien, si vous prenez n'importe quelle page de ce document, hein, vous verrez que nous avons, n'est-ce pas, une information au-dessus là, contribution à la promotion de la logique en philosophie. Parce que c'est en vérité l'esprit de ce document. Contribuer, n'est-ce pas, à la promotion de la logique en philosophie. Pourquoi contribuer? Parce qu'il faut le dire, avant nous, plusieurs personnes ont fait ce travail. Hein? Nous contribuons, nous apportons une modeste contribution, ici là dans l'approche purement pédagogique. Et je vais vous dire que ce travail n'est pas une production solitaire. Hein? J'ai produit ce travail sous le contrôle de l'inspecteur régional de philosophie pour le littoral, M. Gondeux, et qui m'a apporté, n'est-ce pas, des conseils précieux qui m'ont permis de repenser certains exercices qui avaient été prévus et aussi même de les enrichir. Je conseille, n'est-ce pas, les enfants, les enseignants, les chercheurs intéressés par les questions de logique, d'essayer de trouver l'ouvrage et de le lire pour aussi nous donner leur contribution. Je crois que c'est de cette manière que la science peut avancer. Et est-ce que nous pouvons trouver ce document concrètement où? Vous pouvez trouver ce document à présent exclusivement chez moi. Parce qu'il n'y a pas jusqu'à présent un certain accord avec les maisons de production, les maisons d'édition, pour éditer ce document en grande quantité et puis assurer leur livraison. Je réponds au numéro de téléphone 675 59 59 11. C'est un numéro qui est facile à retenir. Et un dernier mot pour les visiteurs du www.sitescollèges.com. Moi je crois que c'est une très bonne initiative. C'est une très bonne initiative, qui doit être encouragée et soutenue par toute la communauté intellectuelle. Vous voyez, quand vous m'avez interpellé dans le centre de cette interview, j'ai été un peu marqué. J'ai failli marquer mon étonnement. Parce que de moins en moins, on trouve des jeunes qui s'intéressent aux questions de l'école. Vous voyez, en Europe, la question a toujours été, l'école a toujours été l'affaire d'une élite de personnes. C'est-à-dire que c'est une quantité réduite. Les affaires qui touchent à l'intelligence n'ont jamais été les affaires qui portent sur la masse. S'il y avait la nourriture à partager ici, là, il n'y aurait pas moyen de marcher. Mais dès qu'il s'agit des choses qui touchent à l'esprit, ça devient une affaire compliquée. Je crois donc que les membres de votre site, ceux qui ont porté les projets, sont d'abord des espèces rares. Et comme il s'agit des espèces rares, ils doivent tenir bon. Parce que ce n'est pas facile. Faire aussi, n'est-ce pas, le communiquer à bien d'autres personnes. Je voudrais aussi faire des suggestions dans ce domaine pour enrichir le site. Je peux aussi me tromper, peut-être que cela existe déjà. Et je vous suggère aussi de penser à confectionner, n'est-ce pas, des affichettes, des boîtes de communication, des affichettes que vous pouvez par exemple coller dans les établissements scolaires, au lycée, collège de la ville, dans le but, n'est-ce pas, d'informer les élèves de l'existence d'un tel site, qu'ils peuvent enrichir par leur contribution, qu'ils peuvent aussi consulter. Je souhaiterais aussi de saisir, si ça n'a pas encore été fait bien sûr, de saisir les âmes de bonne volonté. On a les collectivités territoriales décentralisées, c'est aussi cela leur travail. Hein? Encourager l'action pédagogique, parce que n'oubliez pas que même le développement ne peut être durable que si on a des sujets qui sont intellectuellement assis. Les collectivités territoriales décentralisées, dont la vocation est d'accompagner l'action de l'État dans la création des conditions de bonheur, du bonheur des citoyens, devaient prendre aussi au sérieux des pareilles initiatives. Parce que vous savez, vous êtes en train de faire d'une manière ou d'une autre leur travail, l'action de sensibilisation de masse. Ils doivent accompagner cela. L'action, n'est-ce pas, de l'encadrement de la jeunesse.
ces communautés doivent aussi encadrer cela. Je disais donc que les âmes de bonne volonté devaient aussi vous accompagner dans ce genre d'activité. La dernière des choses que je veux dire, c'est que le groupe doit aussi être présent dans des colloques. Les colloques, les séminaires, les conférences, les tables rondes, qui portent sur des thématiques qui peuvent aussi intéresser les jeunes. Des thématiques sur la vie scolaire, bien sûr, sur la vie sociale des jeunes, qui portent même sur leur intimité, qui portent même sur les questions, n'est-ce pas, de leur devenir post-scolaire ou post-universitaire, la question de l'emploi, la question de l'orientation scolaire. Moi je crois que c'est autant de thèmes riches, n'est-ce pas, même les questions de la vie spirituelle, pourquoi pas. C'est autant de questions riches qui peuvent, n'est-ce pas, donner du poids, de la consistance et du sérieux à votre groupe que je ne veux pas cesser de faire, je ne veux pas tarder de faire connaître à mes élèves. Ok, merci beaucoup monsieur pour le temps accordé. C'est moi qui vous remercie et qui vous dit du courage et allez de l'avant. Merci.